Nous avançons dans notre exploration du grand 1 de cette série sur résilience et échec. Jusqu'ici, nous avons appris à requalifier l'échec, à séparer notre identité de nos performances, et à pratiquer l'autopsie bienveillante pour en tirer des leçons réelles et constructives. Ces 3 étapes nous ont permis de changer notre regard, de nous détacher de la culpabilité et d'entrer dans une dynamique d'apprentissage. Dans le prochain point, petit 4, remonter aux causes racines, nous irons encore plus loin en apprenant à identifier les véritables origines de nos échecs pour pouvoir agir sur elles et construire une résilience plus solide. Reste attentif, cet aspect est clé pour transformer chaque épreuve en levier de croissance. Petit 4, remonter aux causes racines. La plupart des échecs que nous vivons ne sont pas de simples accidents isolés. Ils sont souvent l'expression d'un ensemble de choix, d'habitudes, d'environnements ou de croyances enracinées plus profondément. Remonter aux causes racines, c'est refuser de rester à la surface des événements et accepter de questionner ce qui, en nous et autour de nous, a rendu cet échec possible. C'est un exercice de lucidité qui demande du courage, car il oblige à se confronter à des vérités parfois inconfortables sur nos méthodes, nos priorités ou notre vision. Jim Rohn disait « Si vous ne changez pas ce que vous faites aujourd'hui, demain ressemblera toujours à hier ». Cette phrase illustre l'idée qu'un échec n'est pas seulement un moment à traverser, mais un signal pour aller chercher la racine et transformer ce qui doit l'être. Prenons un exemple dans la vie réelle, imagine une personne qui gère un petit commerce et constate que ses ventes chutent depuis plusieurs mois. Elle pourrait se contenter de dire « le marché est difficile » ou « les clients n'achètent plus ». Mais si elle remonte aux causes racines, elle pourrait découvrir que son offre n'est plus adaptée aux besoins actuels, que sa communication est dépassée ou que son service client a perdu en qualité. Cette analyse, aussi inconfortable soit-elle, lui permet d'agir sur la vraie cause et non sur un symptôme superficiel. Remonter aux causes racines, c'est donc transformer chaque échec en un levier stratégique. Plutôt que de subir les conséquences, on apprend à reprogrammer les fondations mêmes de notre action. C'est un acte de responsabilité, mais aussi de puissance intérieure, car comprendre la racine, c'est se donner la capacité d'un changement durable. Petit 5, extraire des principes d'action. Chaque échec laisse derrière lui un message, mais ce message n'a de valeur que si nous le traduisons en principes concrets. Extraire des principes d'action, c'est faire passer l'expérience du stade émotionnel, la déception, la frustration, l'incompréhension, au stade stratégique. Cela consiste à se demander « Qu'est-ce que cette situation m'a appris qui peut guider mes choix futurs ?» Ce travail transforme une chute en manuel personnel de réussite. Tony Robbins l'exprime ainsi « Ce ne sont pas les événements qui déterminent notre vie, mais la signification que nous leur donnons et les décisions que nous prenons ensuite. » Cette idée résume parfaitement l'esprit de ce point, ce n'est pas l'échec qui compte, mais ce qu'on en retire comme principe d'action. Prenons 2 exemples concrets. Un créateur d'entreprise lance un nouveau produit qui ne rencontre aucun succès. Au lieu de se dire « j'ai échoué », il choisit d'extraire des principes, tester son idée sur un petit marché avant de l'étendre, impliquer ses clients dans le développement ou renforcer sa stratégie de communication. Ces principes deviennent ses nouveaux réflexes pour ses prochains projets. Exemple 2. Un étudiant échoue à un concours important. Plutôt que de se limiter à réviser plus, il décide d'analyser sa méthode d'apprentissage, sa gestion du temps et ses conditions de préparation. Il en tire des principes clairs, planifier ses révisions longtemps à l'avance, multiplier les exercices pratiques, améliorer son sommeil avant les examens. Ces principes lui serviront bien au-delà du concours raté. Extraire des principes d'action, c'est construire une boussole intérieure. Cela permet non seulement d'éviter de répéter les mêmes erreurs, mais surtout de bâtir une base solide qui accélère la réussite future. Chaque échec se transforme ainsi en matière première pour forger des règles de vie et d'efficacité personnelle plus robustes. Petit 6, traduire en procédure et en repères. Jim Rohn disait « Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour ». Traduire une leçon en procédure et en repères revient précisément à organiser ces disciplines simples pour qu'elles deviennent inévitables. Sans cette traduction, l'idée demeure fragile, exposée aux aléas de l'humeur et du contexte. Avec elle, l'idée se transforme en système qui tient, même quand la motivation faiblit. Un principe n'a de valeur que s'il devient un geste. La première étape consiste à convertir la leçon en comportements observables, formulés comme des verbes d'action. On remplace les intentions vagues par des consignes claires. Quoi faire, quand, où et comment. Ce cadrage retire l'ambiguïté, réduit la charge mentale et protège l'exécution. Vient ensuite l'architecture des procédures, de petites séquences reproductibles, courtes et standardisées. Une procédure efficace précise le déclencheur, la séquence d'action et le critère de vérification. Elle ne cherche pas l'exhaustivité, mais la répétabilité. Mieux vaut une procédure minimale, suivie avec rigueur, qu'un protocole parfait jamais appliqué. Pour sécuriser ces gestes, on conçoit des plans si alors. Ils anticipent les frictions et prévoient des itinéraires de repli. Ainsi, l'initiative ne dépend plus d'un élan intérieur mais d'un scénario prévu.
Si un obstacle survient, alors une alternative s'active. Cette logique rend l'exécution résiliente et évite la dérive. Les repères donnent la capacité de s'orienter en temps réel. On distingue les indicateurs avancés, qui signalent tôt l'écart, et les indicateurs retardés, qui confirment ou infirment l'effet global. Les repères servent de feu de signalisation. Ils disent quand accélérer, quand corriger, quand s'arrêter. Sans repères, l'effort devient aveugle. Avec eux, chaque semaine devient un laboratoire d'ajustement. La cadence fige le gain. Il s'agit d'installer des boucles temporelles courtes. Un rituel d'ouverture de journée pour préparer l'exécution, une revue courte en fin de journée pour capitaliser, une revue hebdomadaire pour simplifier, supprimer et renforcer. La cadence transforme la discipline en respiration régulière et rend le progrès cumulatif. Les garde-fous protègent la trajectoire, seuil à ne pas dépasser, critères de non-engagement, limites temporelles, règles de coupure. Ils préviennent la surintensité, l'entêtement et la dispersion. La force d'un système ne tient pas seulement à ce qu'il impose, mais aussi à ce qu'il interdit. Enfin, une trace écrite légère ferme la boucle d'apprentissage. Une ligne par jour pour noter ce qui a été fait, ce qui a coincé et l'ajustement à tester. Cette mémoire courte maintient la continuité, révèle les motifs récurrents et nourrit la prochaine itération. Traduire en procédure et en repères, c'est faire passer la sagesse de l'esprit au corps de l'action. C'est construire un terrain praticable où la volonté n'a plus à se battre seule, parce que le système porte, oriente et corrige. C'est ainsi que la leçon devient habitude, que l'habitude devient identité, et que l'identité finit par produire des résultats stables. Petit 7. Définir des métriques de correction. Définir des métriques de correction, ce n'est pas ajouter du contrôle pour le plaisir du contrôle, c'est donner au diagnostic la précision nécessaire pour agir vite et juste. Sans métriques claires, toute tentative de correction reste intuitive et lente. Avec des métriques bien choisies, on transforme l'incertitude en signe d'alerte, l'émotion en indication, et la réaction en stratégie. Tony Robbins disait « C'est dans vos moments de décision que votre destin est façonné ». Pourquoi des métriques ? Les métriques remplissent 3 fonctions fondamentales. Signaler tôt les écarts, guider le choix des actions correctives et valider l'efficacité des ajustements. Elles réduisent l'arbitraire et permettent de convertir une leçon en procédure éprouvée. Quelle qualité pour une bonne métrique de correction ? Pertinence, elle doit refléter directement le phénomène à corriger. Simplicité, une métrique simple s'administre et se comprend facilement par tous. Sensibilité, elle doit réagir assez tôt pour permettre une action utile. Fiabilité, mesurable de façon répétée et comparable dans le temps. Actionnabilité, voir le score doit immédiatement suggérer une action possible. Type de métrique à considérer. Indicateurs avancés, signaux précoces qui prédisent une dérive avant qu'elle n'affecte le résultat final. Indicateurs retardés, confirmation des effets à l'issue d'un cycle, utile pour valider ou infirmer une hypothèse. Métrique de processus, mesure la qualité et la régularité du parcours, respect d'une checklist, délai moyen entre 2 étapes. Métrique d'impact, mesure le résultat effectif, satisfaction, conversion, performance, elles disent si la correction a atteint l'objectif. Comment construire ces métriques ? Commencer par la question que l'on veut résoudre, une métrique pertinente naît d'un besoin précis. Choisir un petit nombre de signes, 3 à 5 métriques claires suffisent généralement, l'excès crée la confusion. Définir la fréquence de mesure, quotidienne pour l'opérationnel, hebdomadaire pour l'ajustement tactique, mensuel pour la validation stratégique. Fixer des seuils et des triggers, déterminer à quel niveau la métrique exige une action, une alerte ou une pause réflexive. Associer une action claire à chaque seuil. Pour chaque état de la métrique, il faut une procédure. Qui fait quoi et dans quel délai ? Prévenir les dérives. Éviter les métriques de vanité. Ne pas confondre activité et progrès. Une métrique qui flatte l'ego mais n'améliore pas le résultat final est dangereuse. Elle crée une illusion d'action. Préférer des indicateurs qui corrèlent directement avec la vision et les objectifs réels. Intégrer les métriques dans une boucle d'apprentissage. Mesurer n'est utile que si l'on agit et si l'on réévalue. La boucle typique, mesurer flèche vers la droite, analyser flèche vers la droite, ajuster flèche vers la droite, mesurer l'effet. Raccourcir cette boucle accélère l'apprentissage et diminue le coût de l'erreur. Culture et responsabilité. Les métriques doivent être partagées et comprises. Elles deviennent efficaces quand l'équipe sait les lire, accepte la transparence et assume la responsabilité des corrections. La simplicité du tableau de bord favorise l'appropriation collective. Visualisation et mémoire. Un repère visuel simple, graphique, feu de couleur, tableau synthétique, facilite la lecture instantanée et la prise de décision. Conserver l'historique permet de repérer les patterns et d'éviter les corrections répétitives sans apprentissage. En synthèse, définir des métriques de correction, c'est construire des phares dans la nuit. Elles montrent où la trajectoire vacille, indiquent l'intensité du décalage et prescrivent la réaction appropriée. Bien pensées, elles transforment l'échec en information exploitable et la correction en progrès mesurable.
Quand on les met en place, la discipline devient non seulement un effort moral, comme le rappelait Jim Rohn, mais une mécanique décisionnelle fiable, et chaque moment de décision, selon Tony Robbins, devient une opportunité pour façonner autrement son destin. Dans ce premier grand chapitre de notre série sur la résilience et l'échec, nous avons parcouru ensemble un chemin puissant. Nous avons vu comment requalifier l'échec pour le transformer en source d'apprentissage plutôt qu'en jugement. Nous avons compris qu'il fallait séparer l'identité de la performance, afin que nos résultats ne définissent pas notre valeur. Nous avons appris à pratiquer l'autopsie bienveillante, un examen lucide et sans dureté de nos erreurs. Nous avons exploré l'importance de remonter aux causes racines, pour corriger l'origine et non seulement les symptômes. Nous avons découvert comment extraire des principes d'action de chaque expérience vécue. Nous avons vu comment traduire ces leçons en procédures et repères concrets. Enfin, nous avons compris l'intérêt de définir des métriques de correction pour suivre nos ajustements et progresser avec clarté. Chaque étape posait une pierre à l'édifice de votre résilience. Vous avez désormais une méthode complète pour transformer chaque revers en tremplin. La prochaine série viendra approfondir cette dynamique et vous aider à continuer à bâtir une résilience solide et inspirante dans votre vie. En attendant, écoutez ou réécoutez les autres podcasts de cette série pour bien intégrer chaque principe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Likez et laissez vos commentaires pour partager votre expérience et vos réflexions. Et surtout, activez la cloche de notification pour être prévenu dès la mise en ligne du prochain épisode. Vous avancez déjà sur le chemin de la résilience. Chaque écoute est un pas de plus vers une version de vous plus forte et plus claire.